Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui est un grand jour puisque nous allons parler de dérives sectaires. Pourquoi ce sujet? Pourquoi cette thématique? Pour deux raisons. Parce que moi-même, quand mon trésorier de l'époque, mon trésorier associatif, me parle en 2011 de ce DVD Lumière qui montre la possibilité de vivre sans manger, eh bien évidemment, je rejette complètement cette réalité que je ne connaissais pas à l'époque et de me dire, mais est-ce que ce ne serait pas encore une secte, tout simplement? La question est tout à fait légitime. C'est tellement hors schéma de pensée de monsieur et madame tout le monde, c'est tellement inattendu que la question, le questionnement, la réflexion ne serait-ce pas encore une secte est tout à fait légitime. Et puis la deuxième raison, c'est cet article qui est sorti dans le Figaro. Le Figaro en ligne, internet, et non pas le Figaro papier, qui est sorti le 5 mai et qui s'intitule « Jeûne extrême, crudivorisme, instinctothérapie, les folies des nouveaux gourous de l'alimentation ». Alors, cette thématique de est-ce que la nourriture pranique ne serait pas une secte ou une dérive sectaire en tant que telle, il fallait en parler et ça faisait longtemps que j'y pensais. Eh bien, le moment est venu. Alors, article écrit par ce journaliste Steve Tenrey. Steve Tenrey qui est très producteur au sein du Figaro puisque, sauf erreur de ma part, depuis 2019, il a rédigé 275 articles dans tous les domaines. Il a beaucoup écrit autour de la crise Covid avec le confinement, la vaccination, les expatriés pendant le confinement, le couvre-feu, mais il a aussi écrit sur un centre de rétention pour mineurs migrants réouvert par Biden dans l'après-Trump, comme il a écrit sur Marek Alter agressé à son domicile, politique dans l'après-Trump selon l'administration Biden. Il a écrit sur un rhinocéros vieux d'au moins 20 000 ans en Sibérie, découvert par la fonte des neiges, le réchauffement climatique. Il a écrit sur les récipiendaires sélectionnés à la Légion d'honneur pour cette année 2021, comme il a écrit sur une poutre de 400 tonnes s'écroule sur les voies du RERC. Pédophilie, l'ex-chirurgien Joël Le Skwarnek, plan grand froid menacé par la neige, etc., etc. Donc, Steve Tenrey est très producteur, et tellement producteur que je me pose une question à la lecture de cet article, je me pose véritablement une question, que connaît-il du sujet prana? Que connaît-il de la nourriture pranique? Peut-être pour avoir vu manifestement la vidéo dont je vais parler maintenant, qui a été l'interview vidéo d'une stagiaire qui s'appelle Joanne. Mais au-delà de cette vidéo, au-delà de 2-3 autres vidéos qu'il a peut-être regardées et épluchées sur Internet, est-ce que Steve Tenrey a un petit peu plus que ça cerné de quoi s'agissait la nourriture pranique? Est-ce qu'il fait la part des choses et la différence entre le prana, entre la nourriture pranique et entre donc l'état pranique et entre la conscience pranique? Particules de prana, état pranique, conscience pranique. Est-ce qu'il pratique lui-même la pause alimentaire? Est-ce qu'il pratique le jeûne? J'aimerais savoir si Steve Tenrey est omnivore ou végétarien, puisque c'est un article qui traite du crudivorisme, du jeûne extrême et donc du végétarisme, du véganisme. J'aimerais vraiment connaître le degré de connaissance théorique peut-être, mais surtout expérimentale sur la nourriture pranique, qui est le légitime à faire un article sur la nourriture pranique. Alors, mon propos aujourd'hui n'est absolument pas d'accuser, d'agresser, de me justifier, de me défendre, absolument pas.
trouve que l'article n'est pas si mal, mais il conviendra d'en parler pour que les lecteurs qui l'ont vu et les futurs lecteurs qui pourraient le voir après coup d'avoir visionné cette vidéo aient un double son de cloche. La lecture, le regard, la rédaction de Steve Tanrey, et la lecture, le regard, l'expression, et non pas la rédaction, de Gabriel qui est au cœur de ce sujet depuis 2012. Qui ne prétend absolument pas avoir tout maîtrisé de la question, bien loin de là. Mais quand même, un petit peu, j'espère. Donc, mon propos est plutôt de corriger certaines choses, ça va être rapide, mais aussi de compléter ce que Steve Tanrey a écrit. Alors, je vais préciser quelques petites choses. Les folies des nouveaux gourous de l'alimentation. Alors, gourou est un terme très péjoratif. Gourou, c'est le propre de la secte. Parce que nous sommes en Occident. Or, si vous allez en Orient, gourou n'a pas du tout la même saveur, la même connotation. Qu'est-ce qu'un gourou d'un point de vue étymologique, d'après la langue dont ce mot est issu, c'est-à-dire le sanskrit? Traduire le mot gourou du sanskrit, en tout cas dans l'étymologie, signifie que vous passez de goût à roux. Goût en sanskrit veut dire l'ombre, roux veut dire en sanskrit la lumière. Donc le gourou est l'accompagnant, le coach, le thérapeute, ce que vous voulez, le formateur, à son niveau aussi, qui accompagne toute personne en demande de l'ombre à la lumière. Donc, à ce titre, je trouve que c'est plutôt noble, c'est plutôt valorisant comme terme gourou. Mais d'emblée, c'est positionné comme étant quelque chose de plutôt péjoratif au regard de ce qui suit. Alors, Steve Tanrey écrit « Un lac, une forêt, de pins et un blanc et un banc bleu. Le cadre est idyllique. Gabriel, énergéticien. » Alors, Gabriel, énergéticien, Steve Tanrey est gentil, il n'a pas mis mon nom. Mais enfin, dans le monde du prana, il n'y a pas 50 000 Gabriel, il n'y en a qu'un, et donc c'est Gabriel Lesquois. Peut commencer à s'entretenir face caméra avec l'une de ses plus fidèles adeptes. D'où ça sort ça? L'une de ses plus fidèles adeptes. J'aimerais bien savoir, puisque en fin de cette vidéo, où j'ai interviewé Joanne, qui a fait 21 jours en ligne prana avec moi, du 24 janvier au 13 février 2019, j'aimerais bien savoir, puisqu'en fin de cette vidéo, il y a le téléphone, il y a l'adresse mail de Joanne, j'aimerais bien savoir si Steve Tanrey a téléphoné ou a écrit à Joanne pour s'enquérir du degré de relation que nous avons peut-être ensemble, Joanne et moi, qui n'était et qui est toujours qu'une stagiaire. Donc, l'une de ses plus fidèles adeptes. Alors, adepte est aussi un terme orienté spiritualité, pseudo-spiritualité, voire secte. Ça va bien avec gourou. La secte, le gourou et son adepte. Donc, plus fidèles adeptes, dénommé Joanne. Rencontrer en vrai les personnes que j'accompagne, c'est toujours un plaisir, s'enorgueillit-il pieds nus dans l'herbe. Ce que j'ai dit dans cette vidéo, mais dont je ne me suis absolument pas enorgueilli, absolument pas. C'est sincère, ça vient du cœur et c'est pas l'orgueil de l'ego ou une pseudo-fierté, etc., etc. Pieds nus dans l'herbe. Bien, pieds nus dans l'herbe, ça donne encore une touche un petit peu baba cool, new age. Or, quand il fait beau, quand vous êtes dans les Vosges, quand il fait beau, quand il fait chaud, bien c'est très agréable de se ressourcer pieds nus, mais aussi de favoriser l'ancrage par le contact en conscience pieds nus à la terre. Raconte-moi ce processus de 21 jours sans manger, nourri au prana à la lumière, à la conscience du ici et maintenant. Question que j'ai posée à Joanne. Le maître et son élève enchaînent quelques 30 minutes de questions-réponses, ponctuées par les invraisemblables récits de Joanne. Le maître et son élève. Il n'y a pas de maître. Il n'y a aucun maître. Il n'y a aucun élève. J'accompagne, mais absolument pas avec la casquette du maître. J'ai d'ailleurs fait cette vidéo qui est « Je suis votre maître, votre gourou, obéissez-moi ».
pour, avec humour et dérision, replacer les choses à leur juste place, qui est que je ne suis le maître de personne, sinon que j'essaye d'être le maître de moi-même, ce qui est déjà pas mal. Et que j'invite toute personne que j'accompagne, de près ou de loin, en résidentiel comme en ligne, à se replacer elle-même comme étant maître et disciple d'elle-même, maître et élève d'elle-même. Et donc en termes de ces invraisemblables récits de Johanne, comme écrit Steve Tanrey, j'ai pu courir un marathon après ces 3 semaines de jeûne. C'est complètement faux, Steve. C'est complètement faux. Johanne n'a pas couru un marathon après ces 3 semaines de jeûne, c'est-à-dire de 3 semaines de jeûne pranique avec moi-même. Si vous aviez écouté un petit peu plus, vous sauriez, vous auriez écrit, ce qui n'est pas le cas, que Johanne n'a pas fait un marathon. Un marathon, c'est quand même 42,2 km. Non pas après 3 semaines de jeûne pranique, mais après un jeûne de 30 jours, qu'elle a réalisé plusieurs mois après avoir fait ses 21 jours prana avec moi-même. Eh bien, après 30 jours de jeûne, et un jus d'orange pris l'avant-veille, donc à J28, Johanne a réalisé non pas un marathon, mais un footing de 16 km ou de 10 miles, ce qui n'est pas du tout la même chose. Par ailleurs, tu fais aussi des marathons, des footings, oui, tout ça. Des courses, ouais, des courses du footing. Ouais. Et qu'à l'issue d'un jeûne de 30 jours, ouais. Tu avais encore fait un footing de 16 km. 16 km. 10 miles, ouais. 16 km, 10 miles de footing à l'issue d'un 30 jours de jeûne sans avoir remangé entre-temps. Un jus d'orange, l'avant-veille, parce que je me suis dit, j'ai été prise par la peur pour le coup, clairement. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, j'ai mon 10 miles demain, 30 jours, bon, je romps. J'ai rompu avec un jus d'orange la veille. Ouais, donc c'est pas ça qui a fait vraiment la différence. Non, je pense pas. Hein. Et tu as fait ton 16 km. J'ai couru mes 10 miles sans marcher à aucun moment. J'ai pas fait mon meilleur temps, mais je suis pas tombée d'inanition non plus. Hein. Je pense que voilà, j'avais pas une tension hyper haute, mais j'ai tenu mes 10 miles sans aucun souci. J'avais un bon niveau d'énergie sur tout le long de ce jeûne long, qui est le seul jeûne long aussi long que j'ai fait. Et donc. Et au final, quand tu es arrivée au bout de 16 km, tu étais toujours aussi fraîche? Quasiment. Quasiment. Ouais. J'ai pas quelques oranges. Et... Bon. Non, franchement, j'ai bien récupéré. Ça a été très bien. Aucune courbature, bien. Ensuite, Steve Tanrey écrit dans la foulée de ce soi-disant marathon. J'avais la sensation d'une hyperactivité, j'étais en pleine présence, j'avais pris conscience de la conscience que je suis, j'avais plus conscience du prana qui nous entoure. Alors oui, Johanne a dit ça, mais pas au même moment, pas au même passage dans la vidéo. Elle a dit ça bien plus tard, bien plus loin dans la vidéo, puisque ses propos relatifs à ce footing de 16 km n'étaient absolument pas cela. Après, bon, effectivement, il y a eu aussi... Il y a une grosse créativité qui est venue. Je me souviens à ce moment-là, bon, comme je te disais tout à l'heure, je continuais de travailler. Et il y a eu certaines nuits où j'ai bossé jusqu'à 2-3 heures du matin à développer des idées, développer des nouveaux projets, mettre des choses en ligne, etc. Et à fond, quoi. Avec une énergie. Avec beaucoup d'énergie, sans être fatigué au final. Tout à fait. Et puis, créativité, des idées, des choses... qu'on capte, enfin que je captais de je sais pas où, tu vois, des trucs vraiment nouveaux qui venaient. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est confirmé dans la durée ou ça a été ponctuel et tu pourrais dire aujourd'hui que ça t'a amené davantage de conscience, ça t'a ouvert d'autres horizons sans que ça les referme après coup? Ça a ouvert certains horizons, y en a d'autres clairement où à l'issue du processus, j'ai recommencé à manger. J'ai repris ma diète habituelle du reste. Et je vois bien qu'en fait, en fonction de ma qualité de présence, en fonction de mon niveau d'énergie, de ma vibration, c'est là ou c'est pas là. Ça tient qu'à moi, hein, on est bien d'accord. Mais je vois bien... Ensuite, je voulais simplement préciser en sous-chapitre de cet article
qui s'intitule « Du végétarisme au pranisme, itinéraire sectaire ». Du végétarisme au pranisme, itinéraire sectaire. Alors là, je ne m'y retrouve absolument pas, puisque cet article va surtout parler, finalement, on ne parle absolument plus du tout de moi, ce qui est une très bonne chose, mais on va surtout parler de Casasnovas, Thierry Casasnovas, figure historique. Bon, eh bien, quel lien est-ce que j'ai avec Thierry Casasnovas? Aucun. Je ne connais pas Thierry Casasnovas, je n'ai jamais rencontré Thierry Casasnovas, peut-être que ça se fera un jour. Et on ne parle pas du tout de la même chose, puisque Thierry Casasnovas parle beaucoup de crudivorisme et de jus. Certes, je parle de crudivorisme, je parle de nourriture crue, mais comme en témoigne la toute dernière vidéo, comment parvenir à jeûner, je ne suis pas un ayatollah du crudivorisme, puisqu'il est question d'adapter la nourriture au terrain, à la digestibilité de la personne, etc., etc. Donc je ne me retrouve absolument pas dans cet article, qui plus est que Thierry Casasnovas ne parle pas du tout de prana. Il en a évoqué un tout petit point de vue personnel dans une vidéo il y a un certain temps que j'ai découvert à mon insu, et de ce petit point de vue qu'il disait lui-même: avant de vouloir courir, il faut apprendre à marcher, parlant du prana. Eh bien, j'en avais fait ce commentaire dans cette vidéo. Hormis cela, je n'ai strictement rien à voir avec Thierry Casasnovas. Et puis plus bas, dans la 3e page, l'article va aborder un autre représentant de la santé globale par l'alimentation, qui est Dominique Guyot. Alors Dominique Guyot, que je ne connais alors absolument pas du tout, J'aurais dû faire quelques recherches pour savoir de qui il s'agissait, je ne l'ai même pas fait, donc je ne peux même pas vous dire qui c'est Dominique Guyot. Voilà. Sous-chapitre le concernant, qui s'intitule « Tellement de bricoleurs dans ce milieu ». Alors, tellement de bricoleurs dans ce milieu, je suis tout à fait d'accord avec Steve Tanré. Puisqu'il y a beaucoup de bricoleurs, comme il y a beaucoup de gens très compétents et très sérieux dans le monde du prana, comme dans tous les domaines. Dans tous les domaines, puisque c'est le propre de l'être humain. Donc, je me permets de dire que autant chez les médecins, que chez les avocats, que chez les ingénieurs, que chez les chauffeurs de taxi, que chez les boulangers, que chez les instituteurs, il y a autant de gens très compétents, très sérieux, et des gens très bricoleurs, dans tous les domaines. Et c'est bien pour ça que j'ai fait quelques vidéos par rapport à ça. Par rapport à ce côté bricolage amateur en termes d'accompagnement. Donc, j'aimerais savoir là aussi si Steve Tanré a regardé ces 7 vidéos qui sont très importantes. Est-ce que Steve Tanré a regardé pourquoi vouloir être pranique est une erreur? Est-ce qu'il a regardé processus de pause alimentaire pranique et bilan sanguin? Est-ce qu'il a regardé comment réussir sa pause alimentaire ou son processus pranique, là où j'informe les gens qu'il faut faire très attention là où ils mettent les pieds et auprès de qui ils s'adressent, par qui ils seront accompagnés? Est-ce que Steve Tanré a regardé Projet Pranamour, numéro 2, de point précision? Là où je tire la sonnette d'alarme pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi de leur santé, de leur corps, qu'ils n'aillent pas auprès de n'importe qui et qu'ils ne fassent pas n'importe quel processus dans n'importe quelle condition, pour les prémunir d'être victimes eux-mêmes de tout prosélytisme ou de toute discrimination, qui s'appelle dérive sectaire potentielle. Est-ce que Steve Tanré a regardé manger tout ce que vous voulez? Est-ce qu'il a regardé comment maintenir le lien social? Voilà, j'aimerais qu'il me réponde à cette question et j'aimerais vraiment avoir son point de vue. Ça me paraît très important. Ensuite, Steve Tanré fait ce chapitre intitulé « Faire mieux que la science » pour être dans l'esprit de la dérive sectaire. Faire mieux que la science. Alors, là aussi, je ne me sens absolument pas concerné, puisque je n'essaye pas de faire mieux que la science, puisque, ou bien au contraire, j'essaye de faire
avec la science, avec la science. La preuve étant que je recommande le plus souvent possible les personnes que j'accompagne à aller voir le médecin, à faire un bilan sanguin, à faire un bilan médical avant un processus de 21 jours et après un processus de 21 jours. Et puis, c'est l'occasion pour moi de porter à votre connaissance qu'il y a dans le monde du prana des gens les pieds très sur terre, comme Victor Trouviano, qui il y a quelques années a bénéficié d'un bilan médical de son état pranique auprès d'un médecin russe en Suède, dont vous retrouverez la vidéo sur YouTube. Et puis, dans le monde de la science, il y a aussi des gens qui s'intéressent à la nourriture pranique. Vous avez cette étude de 2012 par l'Université de Brasilia au Brésil qui a mis en évidence, étude qui est quand même sur le site, référencée sur le site de la bibliothèque médicale, PubMed, publication médicale, qui est quand même une sacro-sainte référence pour les médecins dans leur recherche. Eh bien, cette étude qui a mis en évidence qu'une méditation pranique à la place d'un repas va renforcer les défenses immunitaires en renforçant l'activité des lymphocytes T, les T4, chargés de lutter contre les infections extérieures, les infections microbiennes. De même qu'il y a cette étude médicale qui a mis en évidence que, étude constat à confirmer bien sûr, mais qui, la méditation pranique aiderait les personnes en traitement de cancer du sein, à mieux se rétablir. Il y a dans le monde de la science des gens extrêmement sérieux, compétents et qui s'intéressent à la nourriture pranique. Est-ce que ces personnes, ou est-ce que ces facultés de médecine, comme à Brasilia au Brésil, sont des gourous dans ce cas-là? La réponse vous appartiendra. Il y a en France, depuis 2002, cette mission interministérielle rattachée au ministère de l'Intérieur, qui est la MIVILUD, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. MIVILUD. La MIVILUD mène une action d'observation et d'analyse du phénomène sectaire. Elle coordonne l'action préventive et répressive à l'encontre des dérives sectaires. Elle forme ses agents et elle informe le public sur ces risques, voire les dangers auxquels le public peut être exposé, et facilite l'action d'aide aux victimes de dérives sectaires. Qu'est-ce qu'une dérive sectaire? On ne parle plus tellement de secte, mais on va parler de dérive sectaire. Pour la MIVILUD, qu'est-ce qu'une dérive sectaire? Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pression ou de technique ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de suggestion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société. En conclusion, dérive sectaire veut dire qu'il y aurait des dangers pour l'individu ou pour le maintien de l'ordre, donc pour la société. Au niveau du maintien de l'ordre, la nourriture pranique a un caractère subversif. Subversif dans le sens où, bien évidemment, dans l'absolu, si les gens arrêtaient de manger, eh bien les magasins fermeraient et les pharmacies, les médecins n'auraient peut-être plus de travail. Donc ça remettrait beaucoup trop en question l'économie de marché et le système capitaliste dans lequel nous vivons, dans cette démocratie. Bien évidemment que dans l'absolu, il y a ce côté subversif, mais très honnêtement, entre nous, ça risque pas. Ça ne risque absolument pas que les gens arrêtent de manger. C'est tellement important la nourriture et c'est tellement peu prévu pour 70 millions de Français d'être praniques dans cette incarnation-là, dans cette vie-là. Il y a tellement peu de praniques, au sens propre du terme,
que manifestement, l'état pranique, être pranique, n'est pas prévu par la vie elle-même, quasi pour tout le monde. C'est tellement particulier, c'est tellement délicat, c'est tellement exigeant en termes d'alignement, en termes de se mettre à jour avec ses casseroles, tout simplement, que c'est pas demain la veille que l'ensemble des Français vont arrêter de manger. C'est absolument pas demain la veille. Donc de ce côté-là, il n'y a absolument rien à craindre. Il n'y a absolument rien à craindre, qui plus est que mon discours n'est absolument pas d'accompagner les gens pour qu'ils arrêtent de manger, mais plutôt qu'ils fassent une bonne détoxination, qu'ils se mettent à jour avec eux-mêmes, qu'ils s'alignent et qu'ils soient un peu plus en santé au niveau du corps, au niveau de l'esprit, la névrose, et qu'ils soient donc un petit peu plus heureux dans leur vie, tout simplement en allégeant un petit peu les bagages. C'est uniquement ça ma vocation, en termes d'accompagnement. Au niveau de l'individu, de la personne, en quoi se caractérise une secte? Alors, lavage de cerveau. Voilà, lavage de cerveau. Est-ce que je lave le cerveau de mes accompagnés quand je leur demande de ne rien me croire, que ce soit en accompagnement, que ce soit en conférence? Est-ce que je lave le cerveau de mes accompagnés quand je leur demande de ne rien croire de ce que je dis, de ce que je vis, mais plutôt eux de faire leurs propres expériences, qui était tout simplement déjà la parole du Bouddha à l'époque? De ne rien croire, de ne croire personne, et de faire simplement son propre avis sur la base de ses expériences de vie. Abus de confiance. Peut-il y avoir un abus de confiance quand ce document engagement et responsabilité signé par tous les stagiaires avant de venir en stage avec moi stipule que chaque personne est libre de partir quand elle veut, à partir du moment où elle explique à l'accompagnant que je suis et au groupe son départ, ce qui est important pour la stabilité du groupe, pour ne pas qu'il se pose des questions outre mesure. Est-ce que c'est faire un abus de confiance aux personnes que de leur rappeler que je ne fais aucune promesse? Aucune promesse que oui, les gens seront praniques, alors que ce n'est pas mon but. Je n'accompagne pas les gens à ce qu'ils soient praniques. Et oui, vous serez guéris de telle et telle chose, alors que je me mets toujours derrière la science, et toujours derrière le médecin, en poussant les gens devant, en allant vers le médecin et vers une prise de sang et un bilan médical. Et que, comme je l'avais fait pour Gilles, pour sa pancréatite, je ne promets aucune guérison, parce que je n'ai pas à promettre de guérison. Sinon, un mieux-être, une amélioration peut-être de la santé par une relance des processus d'auto-réparation, régénération du corps par le corps lui-même. Extorquer de l'argent. Autre trait caractéristique d'une secte, extorquer de l'argent. Alors, moi qui, ce n'est pas rare, fais des remises, offre un stage, offre un hébergement, même si je ne suis pas l'hébergeur, même si je ne suis pas le propriétaire des gîtes, ça m'est arrivé d'offrir des stages. Valérie, qui ne manquera pas de regarder cette vidéo, Valérie, que je salue, pourrait en témoigner. Je lui ai offert ce stage de 21 jours, de 800 € quand même. Bonjour Valérie. Et quand vous regardez, sur une moyenne de 3 séances par jour que j'assure dans mes accompagnements, à raison de 21 jours, ça fait 63 séances. Eh bien, vous divisez 63 séances par 800 €, ce qui nous fait une séance qui fait à peu près une demi-heure, 1 heure. C'est plutôt 1 heure qu'une demi-heure. Elle fait 12,69 €. C'est même pas 13 € la séance. Est-ce que c'est ça, extorquer de l'argent? Quand vous savez que la retraite que je propose contient 4 stages en un. Dans ce 21 jours de pause alimentaire pranique, vous avez un stage de jeûne, vous avez un stage de nourriture pranique qui est complémentaire, vous avez un stage de méditation,
puisqu'il y a beaucoup de méditation, et vous avez un stage de coaching qui permet d'apprendre à gérer, mieux gérer les pensées et les émotions, et à se déployer dans sa vie en fonction de ses objectifs de vie, personnels ou professionnels. Il y a 4 stages en un pendant 21 jours. Est-ce que 800 € à raison de 12,69 € la séance, est-ce que vous pensez que c'est ça, extorquer de l'argent? Bon. Le point sexuel. Une secte peut se caractériser par des abus, par des mainmises d'un point de vue sexuel sur ses accompagnés. Je ne suis absolument pas concerné par ce point. Je ne veux pas rentrer dans le détail puisqu'il n'y a aucun détail à fournir. Je n'ai aucun lien sexuel avec mes accompagnés, de près comme de loin. Enfin, il y a peut-être ce dernier point d'une caractéristique possible d'une secte qui est couper l'accompagné de ses liens familiaux, de son entourage. J'ai fait cette vidéo il y a bien longtemps déjà, comment maintenir le lien social. Quand de temps en temps par mail ou par téléphone on me demande est-ce que pendant la retraite est-ce que je pourrais contacter ma famille, mais bien évidemment, je réponds toujours oui, pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible? Et quand on me pose aussi la question, est-ce qu'il sera possible que ma femme ou que mon mari vienne me rendre visite sur le lieu même de la retraite? Ça m'a déjà été posé comme question et j'ai systématiquement répondu oui, bien sûr. Il y a cette conférence que j'avais réalisée chez un médecin dans les Vosges, il y a bien des années, en 2014 ou 2015, c'était chez un médecin, et il y avait cette femme qui était présente dans le public et qui, après conférence, me témoignait qu'elle était très intéressée par un stage, mais qu'elle n'était pas disponible là où j'avais placé les dates de stage pour l'année en question. Et comme elle était très intéressée, donc elle m'a donné quelques questions par mail après cette conférence, et je l'ai invitée, puisqu'elle n'était pas loin, elle n'habitait pas loin du tout de ce stage que j'ai réalisé dans les Vosges à ce moment-là, je l'ai invitée à venir en soirée, rencontrer mes stagiaires et discuter avec nous tous autour de ces questionnements sur l'accompagnement, sur la nourriture pranique, sur le stage, sur les pratiques, etc., etc. Elle est venue avec son mari. Et ça a été une très très bonne soirée, puisque son mari, qui est peut-être toujours guide touristique pour la cathédrale de Strasbourg, mais guide un petit peu dans l'esprit alchimique, comme Patrick Burensteinas, dans la symbolique des cathédrales, etc., etc., eh bien, m'a fait découvrir, et je l'en remercie encore aujourd'hui, m'a fait découvrir cet écrivain, Jacqueline Kellen, qui me disait-il, d'après lui, que forcément j'allais aimer cet écrivain. Et il ne s'est pas trompé parce que je n'ai pas acheté et lu 1 ou 2 livres d'elle, mais une dizaine, dont Tous les soleils de la nuit, dont j'ai fait cette présentation aussi en vidéo. Et puis, Johanne, dont là aussi Steve Tenrey ne fait absolument pas mention dans son article, Johanne témoigne qu'après, en termes de bénéfices, autour de ce 21 jours de processus pranique, témoigne de cela. Avec le recul, depuis mi-février, ce processus, cette pause dans ta vie, 21 jours d'abstinence alimentaire, et de te poser, de faire un petit peu le point aussi avec toi, un petit peu lâcher, détoxiner. Ça a été une bonne chose, pas une bonne chose? Finalement, c'était quoi pour toi? C'était plutôt positif ou négatif? C'était négatif. Non, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je sens que ça m'a beaucoup apporté et c'était vraiment beaucoup plus positif que négatif, clairement. Ça m'a permis de mettre à jour, hein, une fois de plus, et je précise, hein, d'une manière vraiment différente que ce qu'on peut vivre en jeûne, en fait. Hein, parce que c'est pas le même processus, tout simplement. Mais ça m'a permis de mettre à jour oui, la place de l'alimentation au quotidien, la place de l'alimentation dans ma relation avec mes amis, avec ma famille, avec ma fille. Ma fille qui ne me voit pas manger pendant X temps, je vois bien les questions qui émergent pour elle, et puis bon, puis ça n'empêche que voilà, ça continue. Elle sait que
2 fois sur 3, je ne vais pas manger avec elle. Donc quelque part, tu es toujours dans ton processus en fait, tout en te nourrissant conventionnellement à base de végétal, fruits et légumes, crudivores. Tu es toujours dans ton processus dans le sens où tu es encore mieux qu'avant dans cette relation consciente à toi-même et à ce que tu manges. J'essaye de mettre de plus en plus de confiance dans cette relation-là. Est-ce que depuis ce processus, il y a eu des réaménagements dans ton relationnel à l'humain, ton entourage familial, professionnel, les amis, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé? Est-ce que tu as perdu des amis? Est-ce que tu en as gagné? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience par ton intermédiaire sans que tu le veuilles auprès de certaines personnes qui ont dit tiens je vais faire comme toi, je réalise que, etc. Non, je ne pourrais pas te dire ni oui ni non en fait. D'accord. Je vois que ça interpelle autour de moi. En même temps, j'en parle pas. Je n'ai pas la sensation que ce soit suffisamment intégré pour pouvoir en parler et en parler et en parler. C'est aussi certainement parce que ce qui est là aujourd'hui, c'était déjà là avant. Peut-être. Et tu avais déjà ce relationnel, il te connaissait déjà. Oui, peut-être, ouais. En tout cas, ça ne t'a pas éloigné de ton entourage. Ah non, ça c'est sûr. Non. Très bien. Mais parce que j'ai tu as aménagé aussi à ton niveau. Voilà. Tu as aménagé. Je m'adapte à l'environnement. Si je ne refuse pas un petit verre de vin de temps en temps, hein, clairement, je ne refuse pas un barbecue s'il se présente. Enfin, bon, mais c'est vraiment en fonction de l'environnement. Et puis à côté de ça, ben, je peux aussi, avec les gens, non, Julien, je ne mange pas, ça ne pose pas de problème. Voilà. Chose que tu faisais déjà. Hyper flexible. Tu faisais déjà ça avant. En fait. Ouais, mais c'est... Ouais, il y a autre chose quand même, tu vois, il y a une autre texture, je ne sais pas comment dire. Une autre saveur. Une autre saveur. Une autre dimension. Une autre dimension, ouais. Et puis surtout, cette conscience de que un échange, une personne, une fleur, un moment, c'est pleinement nourrissant. C'est pleinement nourrissant. J'écoute le vent. Le soir, parfois, enfin, on était en camion là et on se posait. Et je suis passée une demi-heure à écouter le vent. Ben c'est une même nourriture que de manger une mangue ou une pomme. C'est beau ça. Ouais. Mais ça, avant, je passais à côté, tu vois. Ouais. Enfin, je passais à côté. C'est pas... Oui, enfin, je passais à côté. Tu le dis à ta manière. Voilà. Est-ce qu'il y a une quelconque état d'esprit, quelques éléments, quelques faits caractérisés de la dérive sectaire possible dans les propos de Johan? La réponse vous appartient. Et puis, vous savez, dans cette vidéo que j'ai réalisée il y a longtemps déjà, je présente la particule de prana, la lumière, et donc la nourriture pranique, comme étant déclinée possiblement de 3 sortes, de 3 niveaux. La nourriture pranique permet d'être en meilleure santé par une meilleure nourriture, avec plus d'énergie, plus de lumière dans cette nourriture. Et à terme, possibilité ou pas, de se sustenter à la source essentiellement de prana qu'on appelle l'état pranique. Mais ça, c'est une conséquence, ce n'est pas quelque chose à rechercher. Et puis, le fait de se nourrir davantage de lumière, et je renverrai à cette vidéo les 4 piliers de la nourriture pranique. Peut-être les gens se posent la question, mais qu'est-ce que le prana? Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que le photon? Est-ce que c'est le soleil uniquement? Oui, mais quand il n'y a pas de soleil, la nuit, est-ce qu'il y a du photon dans l'atmosphère? Les Esquimaux, enfin les Inuits, les pauvres Inuits qui sont dans des baraquements, tous à moitié alcooliques, avec des pensions de l'État dans le nord du Canada, ils sont depuis bien longtemps plus du tout dans les igloos. Ils ont une drôle de vie, ces Inuits, au revers de la mondialisation, au revers de l'occidentalisation à outrance. Mais si vous allez au-delà du cercle polaire arctique, dans le nord de la Norvège, est-ce que quand il fait jour à minuit,
est-ce qu'il y a toujours du prana, de la lumière? Comment ça se passe? Donc je vous invite, pour les personnes qui se posaient cette question, peut-être, qui se poseraient cette question, peut-être, je vous invite à regarder ou à revoir les 4 piliers de la nourriture pranique. En attendant, le fait de se nourrir davantage de lumière, de toutes les sources possibles, fait que vous avez moins besoin de manger. Vous êtes davantage nourri. C'est l'évidence même. Tout le monde aura remarqué qu'en été, nous mangeons moins. Nous mangeons moins lourd. En hiver, nous mangeons plus lourd. De la soupe, des pommes de terre, des lentilles, des choses lourdes, des choses plus consistantes pour le corps, qui vont produire plus d'énergie. Mais en été, nous mangeons beaucoup plus facilement les salades, la verdure. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'énergie de prana dans l'atmosphère, bien plus encore qu'en hiver, que naturellement le corps a moins faim. Tout le monde a remarqué ça de façon très empirique. Eh bien, quand vous êtes davantage nourri de lumière, vous allez pouvoir développer des potentialités, entre autres des potentialités thérapeutiques, potentialités de soigner avec votre main. Mais aussi, la nourriture pranique, la lumière, plus vous êtes nourri de lumière, plus vous allez vous éveiller. Et vous allez davantage incarner le caducée de la santé, avec ce canal central de la conscience, les 2 canaux chaud et froid, féminin-masculin, Ida Pingala. Ça, c'est de l'anatomie orientale. Excusez-moi, Steve Tanré. Je vous invite à voir ou à revoir cette vidéo, la danse de Shiva Shakti, le couple divin. C'est une des réalités de la dotation spirituelle vibratoire de l'être humain, qui nous concerne absolument tous, pas forcément intéressés, mais qui nous concerne tous, puisque nous le portons tous en nous. Eh bien, que dire dans ce volet soins énergétiques, et non plus nourriture pranique alimentaire, mais soins énergétiques, que dire de l'hôpital d'Annemasse, aux urgences, avec ce docteur Tavernier, qui accueille, qui fait appel à des barreurs de feu, des coupeurs de feu pour les grands brûlés. Est-ce que le docteur Tavernier, est-ce que l'hôpital d'Annemasse, aux urgences, est-ce que ce sont des sectes en tant que telles? Connaissez-vous l'énergéticien Jean-Luc Bartoli? Jean-Luc Bartoli, en Bretagne, qui a accueilli cette personne, cette femme qui a été hospitalisée, qui a contracté une infection nosocomiale, donc nosocomiale voulant dire que vous l'avez contractée à l'hôpital et que vous ne l'aviez pas en arrivant. Elle a contracté un staphylocoque doré qui lui a provoqué une méningite. Et cette méningite lui a provoqué une paraplégie. Au bout de X temps, paralysée et dans un fauteuil roulant, elle consulte Jean-Luc Bartoli qui, en une séance, l'a remise sur pied. Est-ce que Jean-Luc Bartoli est une secte? Que dire de ce médecin rééducateur, le docteur Baron, qui s'occupait de cette patiente, de cette malade paraplégique, et qui a constaté objectivement, sans aucune explication pour autant, mais qui a constaté le rétablissement de la patiente, après être passé chez Jean-Luc Bartoli. Que dire de ce docteur Baron? Est-ce que le docteur Baron est une secte? Vous allez en Suisse, vous avez la clinique de la Source à Lausanne, et ce docteur Guillemin, qui est radio-oncologue et qui fait appel aussi à des barreurs de feu pour soulager les patients des brûlures après la radiothérapie. Est-ce que le docteur Guillemin est une secte? Est-ce que c'est un gourou? Si vous allez aux États-Unis, à l'hôpital de Brigham and Women, sur la côte est des États-Unis, un des hôpitaux les plus pointus, médicalement et scientifiquement parlant, puisque parmi ces chercheurs, plusieurs ont été récompensés du prix Nobel de médecine dans ce même hôpital. Que dire de ce docteur Cohn, chirurgien cardiaque, et de son anesthésiste, le docteur Stanton, qui accueille
pendant l'opération, cette Patricia Rei, énergéticienne, et qui, avec le prana va s'assurer que le patient, quand bien même endormi et sous les bons soins du médecin anesthésiste, et sous les bons soins de l'opérateur, le chirurgien, Dr Cohn, eh bien cette énergéticienne va s'assurer que les patients soient bien au niveau vibratoire, au niveau énergétique, et très certainement au niveau aussi émotionnel alors qu'ils sont endormis. Que dire du Dr Cohn? Est-ce que c'est un gourou, lui, qui fait appel à des spécialistes du prana soins énergétiques et non plus alimentaires? Que dire du Dr Stanton? Est-ce que c'est un gourou, lui aussi? Voilà, donc je voulais orienter cette causerie du jour autour des dérives sectaires et de la question si la nourriture pranique ne serait pas une dérive sectaire. Je voulais l'orienter avec un petit peu d'humour et de dérision en élargissant la thématique prana, non plus dans l'optique alimentaire, crudivorisme, jeûne extrême, instinctothérapie, etc., Tirikasas Novas, pour lequel je n'ai absolument rien à voir, mais strictement rien à voir avec tout ça, en glissement sur le soin énergétique. Eh bien, soyons sérieux, soyons responsables, soyons adultes, ne faisons pas, je m'adresse à Steve Tenré, ne faisons pas de la désinformation ou de la mésinformation. Soyons le plus neutre, rigoureux, expérimental possible. Comme en a témoigné ce journaliste, dans tous les milieux, il y a des gens très sérieux, très compétents, il y a des gens beaucoup moins fiables. Eh bien, dans le journalisme, dans le monde du journalisme, vous avez ce journaliste fabuleux, fameux, que j'ai rencontré au Festival de la Nouvelle Conscience à Pau, fin 2015, et qui me confiait qu'il aimerait faire un sujet dans sa revue Inexplorée, au sein de son institut INRES, qu'il aimerait faire un sujet, un article, sur la nourriture pranique, mais que c'est tellement délicat, c'est tellement sulfureux, c'est tellement fumeux, appelons ça comme vous voudrez, qu'à ce jour, il n'avait rien fait encore. Il n'avait encore rien fait. Et donc, je lui ai offert mon livre, qu'il a lu, et je lui ai proposé de me contacter s'il le sentait, après coup. Chose qu'il a fait, et a été réalisée cette vidéo, non pas un article écrit, mais cette vidéo que je vous invite à voir ou à revoir si vous ne la connaissiez pas et si vous l'avez appréciée. Stéphane Alix, qui est justement l'auteur, l'investigateur de cette émission Enquête extraordinaire, qui à l'époque était passée sur M6, et qui témoigne de ces thérapeutes énergéticiens. Dr Stanton, Dr Cohn, Patricia Rei, Dr Guillemin, Dr Baron, Dr Tavernier, etc., etc. Donc soyons rigoureux, ne prenons pas parti pour ou parti contre, soyons scientifiques dans l'esprit du scientifisme, c'est-à-dire expérimentons, ne croyez rien d'emblée comme étant vrai ou faux, ne soyons pas en tant que tel sectaires. Parce que la personne qui dit c'est des conneries, elle est sectaire tout simplement. Parce que la personne qui dit c'est super, oui c'est vrai, ça existe, eh bien quelque part, par prosélytisme, risque de dériver vers le sectarisme aussi. Faisons les expériences avant de tirer des conclusions. Et une fois encore, je ne cherche absolument pas à me placer au-dessus de la science,
mais moi qui suis un infirmier qui n'exerce plus, je garde tout à fait l'esprit infirmier, c'est-à-dire les pieds sur terre, la tête dans les étoiles certes, mais les pieds sur terre, d'accord, pour travailler ensemble, main dans la main, autant avec le corps médical. Peut-être un jour un scientifique me contactera pour une étude comme a vécu Victor Trouviano en Suède, et je ne dirai pas non. Mais ne soyons pas sectaires. Alors la nourriture pranique, est-ce que c'est une secte? La nourriture pranique n'est pas du tout une secte, sauf que, comme dans tous les milieux, dans ce milieu-là, il peut y avoir quelques individus, quelques accompagnants, quelques conférenciers qui, eux, ont peut-être un esprit sectaire. Mais c'est toujours pareil. Si vous avez dans le monde des esthéticiennes, une esthéticienne qui est gourou d'une secte et qui va être portée par les médias à la connaissance de tout le monde, eh bien, l'esprit grand public fait que toutes les esthéticiennes seront des sectes, seront des gourous. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à diffuser, moi qui ne pense jamais à faire cela, à diffuser. Au passage, extorsion d'argent, extorsion des accompagnés qui me contactent dans la notion du rapport à l'argent que j'ai. Je ne l'ai jamais dit, mais je le dis maintenant, puisque j'y pense que maintenant. Toutes les vidéos que je fais, ça me prend beaucoup de temps. Il faut savoir que pour une demi-heure de vidéo, ça me prend minimum une journée de travail. Et que mes vidéos sur YouTube ne sont pas monétisées. Je ne gagne absolument 0 €, 0 $ avec YouTube. Mes vidéos, je le répète, ne sont pas monétisées. Voilà. Merci à vous, à bientôt.